Hello and welcome to the channel. Today we are at Éclair TV, et on va parler du corps de la femme. C'est un thème qu'on a déjà abordé, mais on a un peu débordé, on a eu le sentiment qu'on n'a pas pu tout voir, et donc je me suis dit tiens, on va faire une deuxième édition, et on pourra en faire une troisième, une quatrième s'il le faut, une cinquième. On est ici avec trois artistes et un critique d'art. Scarlett, est-ce qu'on dit un critique d'art ou une critique d'art? Moi je suis une femme, donc on dit une critique d'art. Enchanté, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Deuxième fois chez nous. C'est ça. Nicolas, comment tu vas? Bien, super, photographe. Merci. Enchanté. Tu as travaillé beaucoup sur le corps des femmes? Oui. Mauvaise façon de poser la question. Je préfère dire les femmes. Et dans les femmes, il y a aussi leur corps, mais je ne m'intéresse pas qu'au corps, mais en tout cas, vraiment à toute cette dimension de la femme. Mais en tout cas, tu as travaillé longtemps. Je veux dire, l'exposition que tu as présentée dernièrement qui s'appelait Anima, c'est le fruit de 10 ans de travail. C'est ça. Donc on va regarder tout ça, pas tout le temps, mais on va regarder un petit peu. Anaïs, comment tu vas? Anaïs Verspont. Ça va. Tu es photographe, installationniste, peintre, quoi d'autre? Photographe, je dirais pas photographe quand même. Tu vois, par rapport à un photographe, non, je pourrais pas dire ça. Mais tu as présenté des photos. Oui, j'utilise ce médium, mais pas comme un vrai photographe. J'utilise comme une plasticienne. Je peux le trafiquer, je peux ajouter des trucs. Il y a plusieurs façons d'être photographe. Voilà. Oui, c'est vrai. Artiste multimédia. Ouais. Corentin? Salut. Est-ce qu'on t'appelle Corentin, Mr. Co, Monsieur Faye? Mr. Co, artistique, on est dans le jargon artistique, c'est Mr. Co. Mr. Co. Ouais. Tu nous viens du Sénégal. De l'île de Gorée en particulier. Excellent. Welcome to Guadeloupe. Mais en fait, t'es pas de passage, t'es avec nous, quoi. Depuis 3 ans et 3 mois, je vais dire. Et bon, voilà, c'est un plaisir. Donc, de découvrir l'autre côté de l'Atlantique, comme on dit chez nous là-bas à Gorée. Et bon, voilà, nous là, comme on dit ici. Bienvenue. Merci. Et tu nous as offert une exposition qui est en place maintenant? Ouais. Sur le corps de la femme? Non, pas sur le corps de la femme. Sur la thématique de la femme, je vais dire. La femme, enjeu sociétal. Enjeu sociétal. On va regarder quelques photos. Je ne sais pas si on en voit. Alors ton travail, c'est un travail plutôt de peinture. Ouais, peinture. J'ai commencé à réaliser des installations, mais pas trop. Au Sénégal, une seule. Ici aussi, une seule. Et bon, voilà. Ce que tu nous présentes, c'est un travail de peinture. Oui, là, ça c'est la peinture. Voilà, est-ce qu'on a un titre, par exemple, pour celle-là? Oui, Femme à la barque. On va voir une autre, peut-être. Celle-ci. Ouais, inquiétude d'une voyante. Pardon? Inquiétude d'une voyante. Une voyante. Explique-nous. D'une voyante. Ouais, donc la symphonie mystique. Oui. Ouais. Et donc ça, c'est des œuvres de moyen format? De quel format? Des grands. C'est-à-dire 2 mètres? Bon, pas trop de mètres, parce que moi je ne suis pas trop de mètres. Maximum en taille, en longueur ou hauteur, c'est 1m90. Mais donc celui-là, c'est 1m10 sur 1m10 en hauteur et 1m60 en largeur comme ça. Là, donc c'est pas le plus grand, mais le plus grand c'était sur les Signares. C'est 1m30 sur 1m95 sur les Signares. Et 1m62 sur 1m30 aussi. La détail un peu standard. Nicolas, on va regarder quelques-unes de tes photos aussi. Allons. Alors l'exposition s'appelle J'aime beaucoup Anima. ce que j'ai vu d'ailleurs, de Corentin. Merci. Super, vraiment. Anima, oui. Alors les photos étaient toutes en noir et blanc. Oui, je m'exprime essentiellement en noir et blanc, sur tous les sujets en fait. Et par contre, des grands formats. Enfin, dans l'expo, les formats étaient plutôt grands. Oui, on avait effectivement, avec le scénographe, Je me rappelle de ça, c'est des tableaux. choisi les tailles en fonction de l'espace, justement, en fonction du lieu. Et du coup, ça a donné je crois que c'est un 60. Alors,
Bon voilà, je vais pas me lancer, je me rappelle plus très bien, mais ça doit être du 1m20 par 80 cm la taille des photos. Donc effectivement, mais après nous souvent, moi dans ma façon de travailler, la taille est définie vraiment en fonction de l'espace qui va accueillir le travail. Donc c'est pas, on n'y arrive pas toujours, mais de manière générale, je préfère y aller comme ça. Donc le lieu qui avait été retenu pour présenter Anima, du coup c'était le bâtiment qui héberge aussi l'ARS. Et effectivement, à Démarre, donc voilà. J'ai vu ça, j'ai vu l'expo, on était là-bas. Ok, super. Et du coup, il y a une forme de volumétrie dans ce bâtiment-là qui impose, j'ai envie de dire, des tailles assez conséquentes. Donc voilà, c'est pour ça que ça a donné cette taille-là, mais dans un autre lieu, ça aurait pu donner des tailles carrément différentes. Un travail de 10 ans, est-ce qu'il y avait combien de photos à peu près? Là, j'ai présenté 30 photos, donc vous imaginez bien que c'est une sélection de 30 photos sur 10 ans de boulot. Donc là, j'ai pas compté, mais il y a beaucoup, il y a des milliers de photos, oui. Déjà, un modèle, c'est au moins une centaine de photos. Là, j'en ai présenté 30, donc tu vois, après, bon, voilà, quoi. C'est ça. Donc, alors, voilà, c'était... Et puis, puisque alors, il s'agit d'une recherche photographique, en fait, sur la femme. Donc il y aura, là c'était le premier temps de présentation, et dans l'idée c'est de poursuivre le travail et d'en revenir sur d'autres temps en montrant des images qui vont évoluer, qui sont déjà peut-être produites, mais dans la sélection première que j'ai faite pour montrer ce travail-là, je voulais vraiment des images qui soient presque classiques en fait, très 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 classiques, et qui ont vraiment tendance à sublimer la femme ou le corps de la femme. Parce que tantôt effectivement, je donne une part importante au corps, mais parfois certaines des modèles préfèrent être un peu vêtues. Il y a une photo où on voit un modèle avec un coutelas sur l'épaule. Cette photo-là, je ne suis pas dans une recherche nécessairement de nudité ou de montrer le corps de la femme. Est-ce qu'il y a une violence latente quand même dans la présence du coutelas? Alors, c'est un outil de travail aussi, le coutelas. Faut le voir aussi là, je pense que dans mon imaginaire, parce qu'Anima, au final, donc si on juste préciser ce que ça veut dire, c'est les représentations des femmes que j'ai dans mon imaginaire. Ça, c'est pour l'homme. Est-ce que c'est violent pour toi? Non. Parce que la présence du coutelas ne t'effraie pas? Ou parce qu'elle Non, c'est plutôt le regard ou la posture, mais le coutelas, non. J'habite au Moule, à Château-Gaillard, parmi les champs de Cannes, donc les coutelas, je les vois tous les jours. On peut regarder quelques de tes photos. Moi, je pensais à ça parce que le coutelas, quand même, est tranchant. Oui, oui. Ça coupe après, on tranche quoi? On tranche, ça dépend de la destination. Non, enfin en tout cas chez nous on tranche plus de la canne qu'autre chose. On aurait pu couper autre chose, mais c'est pour ça que nous sommes un peuple d'amour. Dans d'autres civilisations on coupe des têtes, ce sont des armes. Mais j'aime bien la question de Thierry quand même par rapport à ce côté violent ou pas, parce que effectivement la violence, je l'introduis dans cette image-là, même si au point de départ, c'est pas la quête, c'est vraiment d'associer en fait des outils que nous on connaît, on voit nos mamies, ne serait-ce que pour nettoyer devant la porte. Des fois, à l'époque, ça se faisait au coutelas, ça se faisait pas à la débroussailleuse. On a évolué. Mais là où effectivement j'entends ta question, c'est que cette photo-là s'appelle donc Aqualtune. Le nom en africain, puisque j'ai associé, si vous voulez, pour le titre de cette photo-là, donc le nom d'un personnage. Lorsque moi je produis cette image-là, elle me rappelle Aqualtune, qui est donc une afro-descendante qui a été déportée au Brésil, donc qui part du Congo, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, et qui, dans les années 1600, donc c'était chez elle une guerrière, et qui, après déportation, arrivée au Brésil, elle connaît que ça, elle tombe encore au Brésil sur des injustices, et du coup, elle devient aussi la guerrière qu'elle était en Afrique, qui se poursuit au Brésil, et génère toute une lignée de guerriers au Brésil. Voilà. Donc, et le deuxième nom, juste à côté, si on peut le voir, le titre, je ne sais pas si on peut le voir, c'est le nom
finalement que chez les Minos en Afrique, alors peut-être que Corentin tu pourras m'aider à préciser ou quoi, il y a plusieurs catégories de combattantes, on va dire. Il y a les faucheuses, celles qui ont les coutelas, et du coup effectivement là il s'agissait moins de couper la canne et autres, c'était vraiment des faucheuses de tête à l'époque, voilà. Donc de tête et de plein de choses, et du coup j'ai trouvé intéressant dans la légende, en tout cas dans le titre que j'ai donné à ça, c'est-à-dire déjà de faire la filiation entre ce modèle qui est guadeloupéenne mais qui a une ascendance africaine, et peut-être que cette ascendance africaine, tu vois, a pu être Minos. En fait, c'est cette espèce de corrélation que je fais entre... L'ensemble de tes modèles sont de descendance, sont afrodescendantes. Pas toujours. Dans pas l'expo, toujours. là, une grande partie, très grande partie. Dans Alors, l'expo. pas toujours. Alors peut-être que des fois ça se voit moins bien avec le noir et blanc. Une très grande partie. La plupart, non? Il y a, alors, on est dans une société créole et moi j'interroge ma société. Non mais je réponds à ta question. Mais non. Sur le plan factuel, simplement. Dans l'expo, mais j'entends. c'est plutôt des afrodescendantes. Les modèles de ton expo. Alors effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est une première étape et que le travail continue. Donc à cette étape de travail, ce qu'on voit effectivement, j'ai réussi à obtenir plus de modèles, on va dire peut-être afro-descendants que les autres. Sachant que dans notre société, alors j'ai du mal à dire créole aujourd'hui parce que j'ai vu que c'est un terme maintenant les gens ont tendance à réagir lorsqu'on dit créole, mais en fait, si je l'emploie là aujourd'hui, c'est vraiment pour parler d'un territoire qui brasse plusieurs cultures. Et effectivement, lorsque je m'intéresse à la femme, je ne m'intéresse pas qu'à l'afrodescendante, je m'intéresse à toutes les origines culturelles qu'on rencontre finalement dans ce territoire-là. Anaïs, je vais demander à ce qu'on regarde un peu tes œuvres, parce que moi j'ai pensé à le coutelas dans l'œuvre de Nicolas m'a un peu marqué. Celle-là. Parce que, effectivement, je sais pas, est-ce qu'il y a un coutelas dans cette photo? Oui, je sais pas bien. je tiens le coutelas Voilà. comme ça. Et tu le tiens pratiquement de la même façon, Oui. qui n'est pas une façon exactement paisible, puisque c'est pas comme si le coutelas était tête en bas, là il est presque prêt à dégainer. Et en tout cas, tu as le sentiment que au moins que la personne est protégée, je veux dire, elle n'est pas désarmée. Ce corps de femme n'est pas désarmé. En fait, en tout cas, cette photo, c'est en hommage à tous ces travailleurs des champs de bananes, en fait, et qui sont morts du cancer cancer du sein. En fait, généralement, on parle du cancer de la prostate, mais les cancers dits féminins, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup de femmes. Mais jusqu'à maintenant, les études ne sont pas encore faites, donc elles n'existent pas. Ça reste artistique. De celles qui en sont mortes, ou tu parles de maintenant? Non, en fait, il y a l'analogie entre les études sont faites pour la prostate, le cancer de la prostate et le chlordécone. Mais les cancers dits féminins de l'utérus, c'est pas encore fait. Et donc dans cette photo qu'on voit pas, qu'on ne voit, je sais pas si on voit très bien parce qu'elle est un peu de loin. Ouais. Du coup, tu es dénudée. Enfin, oui. Tu es à moitié dénudée, voilà. Mais la partie du sein qu'on voit, j'ai eu du mal vraiment, parce que peut-être que dans la photo en vrai ça se voit, mais on a du mal à comprendre si c'est l'éclairage qui fait qu'on ne voit pas bien le sein, qu'on voit pas qu'il est formé correctement, ou est-ce qu'il a subi une transformation? Oui, une mastectomie. Et cette photo, elle est vraiment très personnelle. Alors, je la raconte. Oui. C'est un autoportrait? Oui, et en c'est toi même sur la photo. temps, c'est moi la photo. Alors, pour cette exposition, je suis le seul modèle. C'est vraiment un grand pas, en fait, dans ma carrière d'artiste, parce que je suis le seul sujet de ces séries photographiques. Et en plus, elle est un petit peu prémonitoire, parce que quand je l'ai écrite, cette photo, je ne savais pas que j'étais touchée par le cancer du sein. Donc c'est très comique. Et là, je n'avais pas encore subi la mastectomie, donc j'ai dû faire appel à une maquilleuse à effets spéciaux pour qu'elle me simule une cicatrice. Et donc c'est... Elle est prémonitoire, ou est-ce qu'on peut presque dire que
Mais c'est ça un artiste, c'est un passeur. Donc voilà, on écrit des choses, des fois on ne sait pas la force. On écrit le futur, Nicolas? Oui. Bah, écoute, déjà j'aime bien l'idée qu'elle dise que cette photo-là, quand je l'ai écrite, je trouve ça déjà exceptionnel. Moi, en tant que photographe, c'est mon œil, tu vois, mais son travail photographique commence par une écriture, si je comprends bien. Et ça, déjà, je trouve ça assez intéressant, voire même exceptionnel. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une part de réflexion. C'est-à-dire l'image, elle naît d'abord dans sa tête, et puis finalement, elle se matérialise à travers le médium, en fait. Ouais. Mais c'est comme déjà. ça que je travaille même pour mes peintures. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup, et après, je fais que peindre. Ça devient de l'écriture automatique. Et ça devient quelque chose où, voilà, il faut que j'écrive, mais de manière artistique, quoi. Quel que soit le médium. On voit une autre image de toi où la femme, on a le sentiment que la femme porte le monde sur sa tête ou sur son dos. Elle porte la case, oui. J'aurais dit quelque chose, bah, tu me le demandes pas, mais j'aurais dit quelque chose sur sa photo. Mais on peut y revenir, c'est juste je fais une petite revue avec elle. C'était sur la... Oui, c'était l'affiche de l'expo. Mais cette femme, elle porte une case, mais on a le sentiment qu'au bout du compte, c'est un peu le monde, parce que pour beaucoup de gens, leur maison, c'est eux, c'est leur monde, quoi. Ben, en fait, c'est issu de l'exposition « Et si l'espace muséal était une case ?» et j'interrogeais en fait l'espace du musée, l'espace muséal, et pourquoi le Guadeloupéen par moment ne se sentait pas concerné. On voyait les mêmes personnes, souvent aux expositions. Donc c'est vrai qu'on condamne souvent les Guadeloupéens, et je me suis dit oui, mais peut-être c'est nous les faiseurs, la fabrique même, peut-être que nous parlons pas le même langage, et peut-être aussi qu'ils se sentent pas concernés. C'est pas un lieu pour moi. Mais dans cette photo, elle a une sorte de robe de mariée. Oui. Et on se demande si les pierres sont là pour tenir la robe, pour que le vent ne parte pas avec, puisque c'est une photo en extérieur, ou est-ce que ça représente peut-être nos propres limites? Alors, c'est une interprétation. Je ne peux pas dire qu'elle est fausse, mais en fait, les roches ne sont pas des roches, ce sont des ornements, ce sont des roses de feuilles de banane séchées. Parce que je me suis inspirée des poupées d'intérieur qui sont artisanales, et je ne comprenais pas pourquoi, quand j'étais petite fille, que je ne pouvais pas jouer avec ces poupées-là. Mais c'est comme une... comment dire cela? C'est comme une œuvre d'art pour ces femmes. Enfin, c'était ma grand-mère. Et je me disais, mais cette poupée-là, elle doit connaître tous les secrets en fait de cette case, parce qu'elle n'a jamais bougé. C'est comme une caméra fixe et comme une sculpture. Donc, j'ai voulu utiliser aussi ces gestes de l'artisanat. Donc, d'où les ornements en fait de la robe. Et la robe également est composée aussi de feuilles de banane séchées. C'est une robe de mariée ou... C'est une robe de mariée. Voilà, mais en fait, la première acquisition du Guadeloupéen, c'était sa maison, sa case. D'où l'analogie en fait de l'espace du musée et la case qui pour moi est un musée guadeloupéen. Est-ce que pour regarder la dernière photo, en fait j'en ai sélectionné 3, qui est très différente. C'est une installation qui m'a beaucoup surprise. Pour plein de raisons, c'est pas de la photo, c'est pas de la peinture. C'est de l'installation, donc moi je connaissais pas ton expression en installation, mais en plus c'est une installation qui est particulièrement minimale. Et je me rappelle, à ton vernissage, une des choses que je t'ai demandé, je t'ai dit, mais combien elle coûte? Oui. Et en fait, je me regardais comme si je venais de Mars. Non, parce que j'avais intégré ces objets... Pour toi, c'était pas de l'art, c'était un peu pour rappeler les objets qui sont dans la case. Pas du tout, pas du tout. C'est que je conjuguais les objets du musée et les objets de la case. C'est ça. Et mais quand tu dis pas du tout, pour répondre à la question, pour toi, c'était là pour complémenter le discours, un peu la médiation autour de ton propos, ou est-ce que c'était des œuvres d'art à part entière?
L'installation, oui, est une œuvre d'art. D'accord, je voulais juste... Oui. Mm. Et en fait, les photos dialoguaient avec un objet, soit un objet du musée ou un objet de la case. Et une case, à l'entrée d'une case, si on voit un balai en latanier à l'envers, c'est pour protéger, en fait. Et donc quand je te posais la question hors caméra, oui, de savoir si c'était des ballets de sorcières, parce que je suis un peu loin culturellement, mais je suis pas loin dans l'usage. Oui, c'est juste les références qui sont tout autres, mais c'est magico-religieux et encore plus, je suis une femme des années 2000, on est quoi, en 2022, j'ai mon balai en latanier qui est retourné et qui est devant, mais sauf que il est en installation, tu vois. Scarlett, donc ça continue. Scarlett, tu voulais rebondir sur la première photo? Oui, je voulais, parce que lorsque tu dis que c'est un portrait ou un autoportrait, c'est une œuvre d'art, c'est-à-dire tu te sers de ton corps, mais ça devient une allégorie. Et pour moi, c'est une apparition de la faucheuse, hein, c'est la faucheuse, la mort, hein, qui est présente. Mais ce n'est pas toi. Hein, non, voilà. non. Ce n'est pas toi qui te présente plus là. moi. Voilà, hein, une œuvre d'art, c'est ça, c'est déboucher, c'est d'ouvrir sur un imaginaire. Hein, et c'est un personnage complètement imaginaire qui est là et qui surgit. Effectivement, il y a quelque chose aussi là de magico-religieux. C'est pour ça qu'il y a un masque. Oui, je voulais la dépersonnaliser, en fait. Alors la c'est masque fou parce que je m'étais... J'avais choisi ce masque, même pas pour le rappel de la mort, quoi que ce soit. Hein. C'est parce que je le trouvais beau. Et parce qu'il me fallait un équilibre par rapport à cette robe blanche écarlate qui allait bouffer l'image et qu'il fallait que j'équilibre les couleurs. Donc il me fallait un blanc autre part, quoi, tu vois, parce que je savais que c'était dans un champ de bananes, tout ça. Donc je l'ai, et en plus c'était un masque fait main vénitien, donc je l'ai acheté, il était blanc. Et c'est après, avec du recul, avec la réaction des gens, des proches en fait, qui étaient très touchés parce que eux ils voyaient la mort et moi pas du tout. Mais l'absence d'identité aussi. L'absence d'identité, c'est pour prendre du recul, pas spécialement pour moi, hein, mais pour le regardeur, parce que je savais que cette exposition était en Guadeloupe. Donc je voulais... on a une démarche pédagogique, nous artistes. Donc je voulais dépersonnaliser ce personnage. Est-ce que toi aussi, quand tu... Le cori. Pas caché, parce que c'est pas de la photo, c'est de la peinture, mais quand il y a... Je ne veux pas dire des mots qui ne sont pas les bons, mais presque une ablation ou un remplacement. Comment on peut dire le fait que à la place des visages, qu'il y ait une cori dans tes peintures? En fait, moi, pour nous, africains... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Comme c'est une photo, oui. elle a un visage pour de vrai, donc elle met le masque. Toi, tu n'as pas de masque à mettre puisque tu vas peindre. C'est pas comme si tu peins un visage et après tu repeins une cori dessus. Tu peins jamais le visage. En fait, pour cette exposition, donc, oui. J'ai la majorité des œuvres, donc je ne les ai pas, donc les visages, donc je ne les ai pas fait donc naturellement, donc en visage naturel, je les ai fait en cori. Mais il y a d'autres œuvres qui sont en visage. Les signards, oui, ces signards sont des visages, mais mais la majorité qu'on avait vue sur l'écran ici, donc j'ai préféré donc représenter le visage de la femme avec les coris, parce qu'en fait le cori, donc en Afrique, particulièrement donc dans notre zone subsaharienne, est symbole de féminisme. Le cori est très féminin. D'ailleurs, donc le cori, de par ses origines, donc servait surtout donc de monnaie d'échange donc dans l'Afrique subsaharienne. Après donc on les a utilisés pour donc les divinations, pour protéger les guerriers qui allaient se battre entre donc les nouveaux des guerres tribales comme ça, et jusqu'à présent même certaines rébellions, donc d'ailleurs même la dernière rébellion ivoirienne donc qui avait donc débuté au nord de la Côte d'Ivoire pour descendre donc vers Abidjan, donc les guerriers rebelles, si vous voyez donc les guerriers
des rebelles purs et durs. Donc leur tenue était parée donc de kori, donc avec les dozons comme on les appelle, voilà. Et aussi il y a aussi ce côté aussi très très féminin, donc pour aussi, donc je pèse mes mots, donc le contexte même féminité même, donc de la forme donc du kori, de ce kori, de cet objet, voilà, sexe féminin. Voilà, le sexe féminin. Et donc du coup voilà, donc même la plupart donc les femmes, ce sont elles-mêmes qui se servent plus des kori pour donc les consultations là-bas en Afrique. Et voilà, donc moi aussi voilà, j'ai eu à le faire aussi, et ce sont les femmes qui le font, les hommes les font certes, mais la majorité, oui, allez-y. Est-ce que pour un occidental, l'absence du visage et, comme on disait avec Anaïs, l'absence d'identité, est-ce que pour une occidentale, est-ce que l'absence du visage devient problématique dans l'iconographie, dans la représentation de la femme? Dans les nus, généralement dans les nus, on ne voit pas le visage, hein, dans les nus. Ouais, parce que à l'exposition, j'ai fait 2 nus en couleur, oui, on voit, voilà. Deux. Mais le seul nu qui a été, donc où j'ai mis le visage, le regard même, l'expression du visage même, et il y a sur ce côté aussi très pudique, donc lorsque la femme a tourné donc sa tête comme ça, le visage, et donc il y a ce côté caché, pudeur, voilà, allez-y. Mais en fait, je me demandais aussi, alors tu disais que c'était un objet très féminin, mais en même temps que les guerriers, donc du coup, l'utilisaient aussi comme ornement. Et est-ce que finalement, dans l'association de cet objet, hein, du kori à la place des visages des femmes, est-ce que tu les élèves pas aussi quelque part au rang de guerrières? Les femmes, ouais. Mais bien sûr en fait, parce que d'ailleurs même je ne dirais pas que c'est dommage que je n'ai pas présenté ces œuvres, mais je me suis réservé ça pour une autre exposition, Femmes et révolte, parce qu'en fait les guerrières, donc d'ailleurs donc ce qui s'est passé au Sénégal, toujours donc ma source d'inspiration d'où je suis venu il n'y a pas longtemps, il y a donc l'histoire d'Ender, les femmes d'Ender, les femmes qui se sont données à la mort pour ne pas pour ne pas subir l'esclavage mort. Et donc ça, je me suis dit, donc comme j'ai un thème là-dessus à développer, donc qui viendra éventuellement dans un an, donc par rapport aussi à mes capacités aussi, donc mes possibilités de le faire. Il y a aussi donc cette relation entre ces femmes et les femmes donc ici donc qui ont vécu l'esclavage, et par exemple en Haïti, il y a ici la mulâtresse solitude, voilà. Et il y a toujours ce côté guerrière, mais aussi mystique. Parce que donc, ce qui s'est passé à Haïti, tout le monde a vu donc, le vaudou dont on parle, donc ça vient de là-bas. Et nous, chez nous aussi, les femmes aussi ont leur part aussi, donc, de responsabilité donc, dans ces pratiques et de ces pratiques même. Donc il y a toujours cet objet qui est là, qui est au rendez-vous, qui est là. D'où l'enjeu sociétal. Effectivement, parce qu'en fait l'enjeu sociétal est donc, bon, si je me réfère à mon exposition, l'enjeu sociétal est un peu multiple, parce que donc au niveau même du contexte des signards, donc les signards c'est particulier. Donc c'est d'abord, je ne dirais pas que c'est des Africains donc purs et durs, ce sont des métis, mais des métis plus proches du côté africain, parce que leur maman étant africaine. Donc leur maman était... tu les appelles les signards? Les signards. Les signards, c'est les femmes métisses nées de la relation entre le colon et l'indigène sénégalaise en particulier, parce que c'est de cette zone dont on parle. Ou bien donc l'esclavagiste et la femme esclave, parce que aussi donc la femme esclave a été aussi donc violée. Donc il y a par exemple, voilà, et si on sentait que cette femme est en état de grossesse et que donc l'attente commençait à durer sur le sol africain, donc cette femme ne traversait pas, et donc on le mettait. Ne traversait pas quoi? Bon, pour le voyage quoi. Pour le voyage. Vous n'êtes pas la traversée. Oui. Voilà, donc c'est vraiment avancé. Si c'est vraiment la grossesse avancée, elle ne traversait pas. On le mettait à Gorée ou bien à Saint-Louis.
Et donc, elle a accouché. Okay. Elle a pris, parce que pour cela, ces deux villes, Gorée et Saint-Louis, donc, sont les deux communes qui ont vraiment, qui ont vu cette société signare métisse se développer et vraiment prendre aussi cette ampleur très très considérable. Alors, ça m'intéresserait de te poser une question. Hein. Qu'est-ce qui t'a poussé à justement représenter les signards? Est-ce que disons que brutalement, on pourrait estimer que ce regard sur les signards, c'était les peintres justement occidentaux qui venaient en Afrique et qui étaient... Encore qu'il y a eu un enfant signard de mère signard qui a aussi représenté les signards, mais c'est un regard sur le pittoresque d'une société. Donc c'est un peu un regard occidental sur l'Afrique qui transparaît à travers les peintures d'époque, hein, les dessins, les aquarelles. Les aquarelles donc de Rondeau, d'Estrée, voilà. Donc, mais moi aussi, au-delà donc de ces aquarellistes qui ont travaillé là-dessus, bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'authenticité même donc de ces femmes à travers l'île de Gorée. Parce que moi, donc, lorsque j'étais arrivé à l'île de Gorée, j'ai remarqué une chose, donc Gorée accueille le monde, c'est-à-dire tous les personnalités les plus importantes du monde, les présidents qui viennent au Sénégal ne peuvent pas venir au Sénégal sans passer par Gorée. Gorée, on a la chance donc de voir les présidents du monde, voilà. Donc, et là, donc il y a toujours cet accueil très traditionnel que la commune toujours, donc il y a toujours donc les femmes du peuple et les signards avec les autorités municipales qui venaient toujours accueillir donc ces personnalités qui venaient. Les femmes du peuple, ce sont des femmes qui représentaient les esclaves de case. Parce qu'en fait, la signare, c'est cette femme métisse très élégante. Oui, les esclaves elles-mêmes. Voilà, elles étaient esclaves de case, voilà. Donc, mais métisses. Voilà. Non, mais c'est en fait les signares. Non, c'est les signards qui sont métisses. Les signards n'étaient pas. C'est les signards qui étaient. Ce sont les enfants des signards. Non, il y avait une hiérarchie. C'était des esclaves. Il y a des esclaves de case, c'est-à-dire, comme par exemple, si vous lisez sur le livre donc, de Maryse Condé Ségou, voilà, il y a donc Jean-Baptiste, donc le jeune. Bambara qui a été donc attrapé et donc donc la signare, la plus célèbre signare donc du Sénégal, Anne Pépin, l'avait acheté et l'avait changé son nom, l'a donné Jean-Baptiste et donc il était esclave de case en ce moment à l'île de Gorée. Mais en fait donc d'après l'histoire sur le livre, donc cet enfant a traversé donc par la maison des esclaves dont on parle. Mais en fait c'est juste aussi pour revenir donc à votre question que l'histoire, donc cet enjeu sociétal donc je parle comme thème de mon travail, ça comporte plus le côté puissance de la femme dans sa recherche, donc les consultations, donc et dont certains, donc la plupart, donc je ne dirais pas tous les Africains, donc la majorité des Africains donc ont foi en ça, parce que aussi donc à un moment donné, il y a l'œuvre aussi qui symbolise donc inquiétude donc d'une voyante, c'est aussi donc la capacité de cette femme de trouver des solutions pour donc des personnes qui croient en elle et qui ont toujours cette pensée aussi donc pour un résultat donc positif pour leur avenir. Mais en même temps, c'est une puissance que la femme ou que les femmes ont dans la société. Mais naturellement, bien sûr. Mais maintenant dans la société. Peut-être dans la société. Mais maintenant, au niveau même des signards aussi, en ayant leur côté maternel très africain, j'ai eu la chance une descendante de signards, Anne Gabriela Dupuis. Anne Gabriela Dupuis, je ne sais pas si tu la connais, elle est sur Facebook. Elle est descendante de la signare Anne Pépin. Oui, direct, et j'avais aussi une copine donc au Sénégal qui était aussi descendante donc de la signare Anne Pépin, donc parce que Anne Pépin, son histoire était fantastique par rapport donc au gouverneur chevalier Stanislas de Boufflers, et parce que ce gouverneur donc il a été affecté au Sénégal, voilà, pour comme punition il paraît. Voilà, donc il avait sa compagne Anne Sabran qu'il avait laissée à Paris, et il était à Saint-Louis, puis on l'a fait venir à Gorée. Lorsqu'il a vu Anne Pépin avec sa cour, cette signare très très belle qui a marqué vraiment son époque sur l'île de Gorée, donc il avait organisé un bal en l'honneur de Anne Pépin, et donc il vivait en concubinage avec Anne Pépin, mais il n'a pas eu d'enfant avec Anne Pépin. C'est
Bernard Dupuy, un riche un négociateur, donc Afrique antique, qui avait épousé après, qui était avec Anne Pépin, donc tous les enfants d'Anne Pépin, leur nom de famille c'est Dupuy. Voilà, et les Dupuy sont toujours à Gorée, au Sénégal, pardon, au Sénégal. Et Anna Gabriela était descendante d'Anne Pépin, donc elle est Dupuy. Et c'est elle-même qui m'a raconté, donc j'ai tout sa narration ici sur mon portable, donc une discussion entre elle et moi de 40 minutes là-dessus. C'est pour cela donc je me suis dit, maintenant d'ailleurs même je vais continuer dans ce sens par rapport à, parce que les Signares, les gens disaient toujours que les Signares, oui, ils étaient belles, elles ne voulaient pas se mélanger avec. Justement, c'était la question que je vais te poser. Comment ça se passait avec les autres femmes en fait, entre les Signares et les autres femmes? Mais en fait, les Signares, parce que les Signares même, ils étaient métis. C'était métis en fait, elles étaient plus proches du côté africain que du côté européen. Parce que l'enfant est plus proche, surtout la fille, est plus proche de sa maman que de son papa qui est officier, qui peut aller, donc qu'on peut affecter. Et une fois qu'on affecte son papa, donc elle reste grande, elle va grandir donc sur l'île ou bien à Saint-Louis, l'île de Gorée ou bien à Saint-Louis, Sénégal. Un autre officier si c'est un autre officier est affecté au Sénégal et qui se base à Gorée ou bien à Saint-Louis. Donc cette Signare qui est dame, donc va se lier avec cet officier, ce qu'on appelle le mariage à la mode du pays. C'est ça. Voilà. Mais je veux dire, ça n'engendrerait pas de jalousie particulière, par exemple, entre les autres qui peut-être ne bénéficient pas des mêmes privilèges que les Signares, c'est-à-dire les autres femmes de Sénégal ou de Gorée. Est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de je sais pas moi. Effectivement, c'est ça. Voilà. Donc, mais en fait, dans ce sens aussi, toujours l'envie aussi donc de découvrir, donc de s'approcher donc de l'étranger qui vient d'arriver, donc de jouir donc des mêmes avantages que la maîtresse Signare. Ça peut aussi donc les animer. Hein, Les animer, c'est-à-dire animer leur intérêt pour cette personne. Ouais, cette personne aussi, donc de bénéfice. Donc il y avait une espèce d'attirance, c'est ça, attirance en même temps, je t'aime, mais je t'aime pas. Les maisons des Signares sont toujours à Gorée. Hein. La maison que tu habites avec ton atelier là sur Gorée, c'était une maison de gouverneur Voilà, c'était le palais du gouverneur, Ernest Roume. Est-ce que ces Signares, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont nées de l'amour ou de la violence? Non, c'est pas de la violence. Non. Au Sénégal, ce n'était pas de la violence. Je ne pense pas que ce fut là. Parce qu'en fait, les premiers Signares d'abord étaient portugais. Les premiers donc de l'amour. Oui, parce qu'en fait, les comptoirs. Peut-être cachés. Mais en fait, l'autre m'avait expliqué. Anaïs, je pense, a un avis différent. Non, attends, je m'explique. Anna Gabriela. Non, mais attends, pour rebondir. Voilà. Elle s'habillait comme ça pour accueillir. Voilà. Ah oui, les Signares. Voilà, les enfants, ces filles-là, je les connais, c'est des filles de Gorée. Oui, c'est les filles de Gorée. Donc, s'il y a des invités qui viennent, on les habille comme ça pour aller se présenter. Est-ce que nous sommes des enfants de Signares? Est-ce que c'est comment dire ça, un début de notre société? Les Signares, de la société guadeloupéenne, tu parles, En fait, les Signares. En fait, c'est le mot. Il faut que j'explique ce mot d'abord. Donc, ce mot Signare, parce que les premiers Signares, et c'est portugais, hein. Donc, parce que les Portugais c'était les premiers à fouler dans le sol ouest africain, et ils étaient installés à Joal, Rufisque, voilà. Donc, avant Gorée, d'abord la petite côte. Après, ils sont montés vers Gorée. Après, donc, les premières relation entre ces colons portugais et la population a créé un petit mélange donc à travers donc les comptoirs, voilà, donc les commerces de drogue, tout ce qu'ils amenaient les Portugais. Après donc ils se sont mis en relation avec la population et les deux Signares qui sont très très célèbres, c'est Catalina qu'on appelait Dame Cathy et comment ça s'appelle, Victoria Albis. Et Victoria Albis, c'est sa maison qui est en face de la maison dite celle des esclaves. C'est la maison jaune sous forme de bateau, en forme de bateau comme ça à l'île de Gorée. La maison dite des esclaves qui était en fait un entrepôt de commerce. Parce elles avaient le droit justement, les Signares. Mais pour répondre à Anaïs, les Signares, elles avaient des esclaves qui pouvaient être
déportées en esclavage, mais elles-mêmes n'étaient pas envoyées comme esclaves. Non, les signares, ils étaient très favorisés. Dans la société, elles avaient une position très, très élevée. Hein. Comme une mulâtresse. Oui, au Sénégal, à Saint-Louis et à Gorée. C'est comme une mulâtresse. C'est une mulâtresse. En fait, les Sénégalais ont garé le mot signard parce que, donc, en parlant donc, des premières signares portugaises, donc la fille qui grandissait, qui devenait jeune fille, qui devenait dame, en portugais, ça, on les appelait señora. Mais señora, l'indigène ne pouvant pas dire señora, disait signard. Et voilà, tous comme en créole, il y a des mots. Toutes ces déformations. Moi, je voudrais revenir sur. C'est resté, hein. Je voudrais revenir parce que moi, ça m'interpelle beaucoup. Je voudrais quand même revenir sur l'absence de visage, à la fois dans ton travail, mais aussi dans le travail d'Anaïs. Est-ce que je me rappelle pas bien sur tes tableaux parce que aussi les choristes sont blanches. Ouais. Mais les femmes sont noires, ou pas vraiment. Bon, ça dépend. Les choristes, c'est la couleur naturelle. C'est la couleur naturelle. Mais en fait, les femmes. Justement, c'est la couleur naturelle, mais enfin, c'est aussi blanc. Les Sénégalais sont noirs. Oui, mais en fait, moi, mais le Sud-Sahara, par exemple, si je dis le Sud-Sahara. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un remplacement? Parce que, tu vois, il y a un remplacement de la couleur aussi. C'est-à-dire que quelque part, dans un sens. Noir et masque blanc. Pas forcément, pas dans ce sens-là, mais dans ce que tu nous décris de la relation entre les femmes noires et les hommes, ce que tu appelles les officiers, c'est ça? Non, là, ce sont les signares, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, mais alors, pourquoi on parle des signares dans l'enjeu sociétal, parce que c'est un enjeu sociétal. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les œuvres que tu as... Dans les photos que tu as choisies, tu n'as pas mis de signard. Mais justement, mais moi, je veux parler des photos qu'on a choisies. En fait, en parlant de thème, non, mais c'est juste qu'en parlant de thème enjeu sociétal, je voulais expliquer ici, si j'ai vraiment donc, insisté sur ce thème enjeu sociétal, donc les œuvres des signards les signards ont une importance capitale donc, dans le choix de ce thème. Parce que l'enjeu sociétal même, c'est-à-dire les signards dans la société mais donc coréenne... ça, ici, là, ce ne sont pas des signards. Non, c'est pas des signards. Aujourd'hui, c'est des... Et c'est pour ça que tu poses cette question-là. Est-ce que c'est pas un début de nos sociétés? Et le fait qu'ils vivent également ici, ça fait 3 ans, est-ce qu'il n'a pas... en faisant cette exposition-là ou en approfondissant plus les choses, est-ce que c'est pas non plus sa manière de dire je rencontre des signares, il n'y a que des signares. Moi j'ai trouvé curieux que c'est ça, effectivement. Ton exposition a 2 parties. Il y a un rapprochement. Mais il y a un rapprochement avec voilà. Mais Scarlett te pose la question de ton exposition qui apparemment est scindée en deux, entre une part les signares d'un côté et puis les autres de l'autre côté. Les femmes d'aujourd'hui, les jeunes femmes avec leur visage blanc décoré. Voilà. Il y a même une troisième, alors, un seul tableau qui apparaît, qui doit être à l'huile, des réfugiés du Darfour. Tous les trois sont à l'huile. Les réfugiés, en fait, c'est aussi cet enjeu sociétal aussi, donc rejoint aussi la situation féminine donc au Sud-Soudan par rapport aux réfugiés. Parce qu'en fait, on en avait déjà parlé, toi et moi, donc au niveau des réfugiés, et donc je t'avais dit que j'ai rajouté aussi donc des œuvres sur les réfugiés. Mais en fait, pourquoi donc j'ai choisi donc ces œuvres sur les réfugiés avec les femmes, parce qu'au Soudan, je ne parlerai pas. Je sais pas si on va peut-être parler jusque-là parce qu'on est sur le sujet des femmes, on pourra parler après. Mais c'est toujours le même truc. Mais, parce que moi, il y a autre chose aussi que je voulais voir, parce que sinon on n'a pas le temps, à passer. Moi, quand j'ai préparé cette... Non, mais moi, on apprend beaucoup avec lui, donc moi, je veux dire, pendant les 20 minutes, là, on peut le laisser parler. Ça m'évitera d'avoir à répondre à certaines questions. Ça m'a fait plaisir d'entendre qu'elle a été à Gorée. Donc, on parlait, parce qu'en parlant de photos, je voudrais peut-être revenir avec toi un peu sur la relation, parce que comment est-ce qu'on fait, parce que vous êtes 2 hommes. Alors moi, en faisant cette émission, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va parler du corps de la femme, et on se retrouve à être 3 hommes et 2 femmes sur le plateau. Et est-ce que c'était un déséquilibre? Et plus loin, je me suis dit, tiens, mais j'ai 2 hommes ici qui ont tous les 2 consacré une exposition complète, y compris dans le titre, surtout toi dans le titre, toi un peu dans le titre, à la femme. Est-ce que
Comment est-ce qu'on travaille sur ça dans... On aurait pu inviter Stick aussi. Stick n'était pas disponible. Ah, tu l'invites, tu as pensé à lui. Mais il est déjà venu 3 fois. Ok. Comment est-ce qu'on fait ça à l'époque de MeToo? Aïe, pour avoir une autre femme. Comment est-ce qu'on présente une exposition pareille à l'époque de MeToo? Alors MeToo, tu sais, il y a beaucoup d'inventions et j'imagine qu'il y en aura d'autres, mais le sujet de la femme, moi en tant que photographe, en tant que citoyen, je me sens interpellé. Je disais tout à l'heure en aparté que la femme génère aussi les hommes. Donc, même si effectivement sur le plateau il y a une forme de déséquilibre, je me sens très à l'aise en tant qu'homme d'aborder ce sujet-là, quoi, et d'en parler, de donner ma vision. Et je pense d'ailleurs qu'elle a besoin d'être entendue. La vision de l'homme, quoi. Comment effectivement, je pense qu'elle a de plus en plus besoin d'être entendue. Dans ta vision et ta façon de faire, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans ta relation en tant qu'artiste? Je veux dire, comment ça se passe avec les modèles? Comment est-ce qu'on peut imaginer, on peut nous dire comment est-ce que tu arrives à prendre la photo d'une femme? Et même, je peux aller plus loin, de prendre la photo d'une femme nue. Alors nu, pour le moment, c'est très peu arrivé, puisque bon, tu sais, c'est aussi les filles qui permettent que les choses se fassent, quoi. C'est-à-dire le modèle. Moi, j'en ai parlé un petit peu dans une émission que tu as dû voir, peut-être, qu'on a fait à l'occasion de l'expo. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de la rencontre, en fait. Et à ce moment-là... De quelle rencontre? La rencontre avec le sujet, avec le modèle. Ou la rencontre avec la personne? La rencontre avec la personne qui va permettre la réalisation de l'image. Là, il y a un moment important qui se passe. Et c'est à ce moment-là que... Donc, ce moment de rencontre qui va nous dire, à elle... puisqu'il s'agissait de femmes, et à moi, s'il va y avoir un travail, s'il y a une image qui va se faire. Est-ce qu'il y a de la séduction ? Peut-être qu'il y a un rapport de séduction, parce que finalement, alors c'est ce que je disais, à un moment donné, on est, tu sais, hommes comme femmes, des victimes d'une espèce de société, où peut-être que la femme est en attente de notre part, qui est ce rapport, je sais pas, tu vois, et peut-être nous-mêmes, on a cette espèce de formatage, que ça doit commencer peut-être par une forme de séduction. Est-ce que ça aide à la tension artistique ? Le fait qu'il y ait des non-dits entre le modèle, entre le peintre, entre l'artiste et son modèle. Alors, bon, je t'avouerai que je réponds à cette question-là parce que tu la poses, mais bon, a priori, tu sais, dans notre tête, et moi je parlais de mon imaginaire, des représentations, un peu comme Anaïs, c'est-à-dire que on a plein de choses, plein d'images qui arrivent dans nos têtes. Là, si le sujet c'est la femme, ben avant même de faire la photo, dans ma tête, j'ai déjà vu un certain nombre d'images que je voudrais réaliser. Et ensuite, avec ce modèle-là. Pas encore, puisque le modèle je l'ai même pas encore. C'est-à-dire au moment de la relation avec le modèle. Eh ben, l'idée c'est déjà de lui présenter les choses, voilà, le plus simplement possible, et puis de lui laisser la part de réponse qui va faire que est-ce que ça va se faire ou pas. Tu vois, tu tombes. Je disais aussi que souvent c'est des noms, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu interpelles quelqu'un dans la rue, je parlais avec toi tout à l'heure du rapport que lorsque le photographe c'est un homme ou lorsque c'est une femme, l'accueil n'est pas pareil, tu vois, pour un modèle féminin. Un modèle féminin se sent peut-être plus à l'aise d'être photographié par une femme que par un homme, tu vois. Donc, souvent, je me retrouve avec des noms. Oui, mais justement, parce que la question du consentement, on va y arriver. La question du consentement est une question qui est latente, qui est un peu partout, qui est plus compliquée. Surtout à l'époque de MeToo, n'est-ce pas ? Qui pour moi est une question plus compliquée qu'on pense. Particulièrement dans ce processus qui a duré 10 ans, entre le moment où tu as commencé à prendre les photos et l'arrivée de l'exposition, comment s'est passé cette espèce de consentement de la prise de vue et celle de l'exposition, c'est-à-dire quelles sont parce que si tu as une centaine de photos, est-ce que tu décides unilatéralement des photos que tu vas imprimer et exposer, donc mettre en vue, ou est-ce qu'il y a un rapport d'une part, est-ce qu'il y a une différence entre l'autorisation que la femme donne, le modèle donne de se faire prendre en photo, et l'autorisation qu'elle peut éventuellement donner de présenter telle ou telle photo, d'exposer telle ou telle photo? T'as posé plein de questions très très intéressantes, vraiment, parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent. Alors, comment te dire ? Après Scarlett. Alors
Alors, fais Fais vite, court, tout le monde veut te parler, donc fais vite. on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais du coup, tu vas m'aider, hein, parce que tu as posé tellement de questions là que j'en ai retenu zéro. Non, il y a la femme, elle te dit oui, je suis d'accord de prendre les photos. Après, quand elle voit les photos, elle dit non, non, faut pas exposer ça. Oh oui, tu peux exposer. Comment cette négociation se passe? Est-ce qu'elle a un droit de regard? Oui, alors, effectivement, au moment. J'aime pas le mot droit, mais il y a une relation, il y a une communication, il y a un échange. Non, mais tu sais, moi, dans mon. C'est autoritaire de ce point de vue. Dans ma relation, moi, j'aime bien que les gens soient à l'aise. J'aime bien que les gens se sentent bien, déjà. Les gens, c'est les modèles. Oui, on parle de cette expo-là, mais je veux te dire, de manière générale, dans ma relation avec les gens, que ce soit dans mon travail photographique ou pas, j'aime bien que les gens soient bien. J'aime bien que les gens se sentent bien. Donc, oui, je peux avoir une intention photographique et je la mets en œuvre. Et effectivement, il y aura une deuxième étape, le moment où on va les regarder, on va les contempler. Et ça, je le fais avec les filles. Il y a un moment donné où je le fais sans les filles parce que j'ai besoin de me retrouver avec ce que j'ai produit. Et par rapport à une de tes questions. Avant de l'exposer, est-ce que tu le montres avant ou pas? Justement, alors par rapport à tes premières questions, il se trouve que j'ai deux cerveaux quand je travaille. Il y a un cerveau au moment où je fais les photos. D'accord? Donc déjà, il y a ce moment-là et j'adore, après avoir fait les photos, les déposer, ne plus les regarder. Et au moment où j'arrive à la monstration, donc à l'exposition, là, je vais reprendre toutes ces photos-là et je vais les regarder comme si c'est pas moi qui les avais faites en fait. Et là, il se passe autre chose en fait. Et du coup, il y a un discours qui se construit, etc., etc. Et aussi, à un moment donné, une fois que j'aurai fait ma première sélection, je vais retourner voir les filles et je vais leur dire, voilà moi ce que j'aimerais présenter. Mais en même temps, il faut que je leur montre les autres images réalisées. Les autres images des autres filles? Non, les autres images. Alors, parce que si j'en ai fait 50 d'elles, je vais en choisir une ou deux. Ça veut dire les 48 autres, on en fait quoi, tu vois? Et donc ça, je leur laisse aussi la possibilité de les voir. Et ça peut arriver que moi, j'ai choisi une image que j'aimerais montrer, mais qu'à un moment donné, la fille, elle me dise, ouais, mais finalement... moi, je me sens bien avec celle-là, quoi. Et là, si ça me convient, ça peut être elle qui aura le gain qui aura raison. Par exemple, sur le cas du modèle Judith, moi, l'image que je voulais présenter de ce modèle n'a pas été l'image qu'on a retenue, parce qu'à un moment donné, son intervention a été pertinente. Mais dans le sens où elle t'a convaincu. Ben, alors, en fait, c'est aussi une notion de... Ma question, c'est si le modèle n'arrive pas à te convaincre et que toi, tu penses qu'il y a une nécessité impérieuse, artistique, de montrer cette image, jusqu'où tu peux aller dans le conflit avec le modèle? Ça, c'est mon pouvoir et à un moment donné, je me permets de trancher. En respect, toujours en respect, en expliquant. S'il y a une opposition forte. Mais ça n'est pas encore arrivé, Thierry. Non, mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Très bien. On n'a plus beaucoup de temps. Mais oui, c'est pour ça. Alors, vite fait, Scarlett. Moi, ça m'érisse un peu lorsque tu parles de magnifier le corps de la femme. Pourquoi ça? Alors, je te dis pourquoi. Parce que ça devient un cliché. C'est un cliché. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ta photo, au contraire de ce que j'appelle la faucheuse. La femme, il faudrait la montrer dans tous ses aspects et ne montrer toujours que les canons de la beauté de la femme. Tu tombes dans des stéréotypes et tu tombes dans de l'académisme. À ce sujet, on va passer à une vidéo. Alors, comme tu peux la répondre dans les photos de paysannes, de ta guerrière, des choses comme ça. Attends, on va passer à une vidéo parce que justement, c'est une vidéo de l'émission sur le corps de la femme. De la dernière émission. Mr. Breuler. La représentation de la femme. Breuler. Il y a quelque chose qui a changé fondamentalement et qu'on ne peut pas représenter la femme comme on représentait au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Aujourd'hui. Personne ne peut le faire aujourd'hui. Mais déjà, la femme, elle peut se représenter elle-même, alors qu'au moment, elle ne pouvait même pas. Cette société, ce qu'elle dit aussi, c'est que dans un sens, on n'a plus besoin. Pardon ? Dans un sens, qu'elles disent qu'elles n'ont plus besoin des autres.
pour parler à leur place. Oui, mais c'est que les hommes aussi parlent de la femme. Les hommes ne représentent pas la femme comme elle était représentée avant, avec toute la charge de domination, avec toute la charge justement communautaire. Et les hommes sont... Historiquement, on ne peut plus faire ça. J'entends, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elles n'ont même plus besoin que vous le fassiez du tout, ou qu'on le fasse du tout. Mais non, mais... C'est ce que tu dis, non? Si vous faites... Oui, on peut le faire soi-même. Si nous faisons... Parce que moi, je ne veux pas faire un distinguo. Tout le travail que je fais, c'est montrer que nous sommes dans la même humanité. C'est ça. Et si nous faisons le distinguo, ce que la femme doit faire, ce que l'homme doit faire, je dis que la femme et l'homme doivent faire. Finalement, les paradigmes. Je rencontre à Gorée, là. On peut arrêter la vidéo. Je les rencontre à Gorée en 2018. Donc, à Biennale de la question justement que tu posais, parce que ce que tu disais à Nicolas, c'est que en fait toi tu interposais un petit peu l'idée que lui il a de présenter la femme, de la magnifier, et toi tu venais avec un commentaire en disant non, qu'il faut ci, qu'il faut ça, qu'il faut ça. Est-ce que quelque part oui, lui il fait ça parce que il a une vision d'homme par rapport à la femme, et que, comme dirait Chantal Léa Commun, qu'au bout du compte, peut-être qu'on n'a pas besoin des hommes pour parler de la femme. Anaïs. Alors, le seul truc... Non, toi, tu n'as pas la parole. Dans les repères, tu lui as donné MeToo. MeToo, qui est quelque chose qui est complètement international. Je voulais quand même coller à l'intervention de Chantal Léa. Mais, le corps de la femme, en tout cas, je vais parler de la femme guadeloupéenne, les premières images, les premières représentations de ce corps, c'est un regard quand même assez exotique de son corps. Et elle est souvent nue. Les représentations de qui par qui? Voilà. Mais attends, mais il faut qu'on soit clair de quoi tu parles. Non, mais tu dis pas de quoi tu parles. Les représentations de qui par qui? Les premiers photographes, les premières représentations de la femme noire. Les hommes, mais de quel homme? Ce sont des hommes qui sont souvent occidentaux. Voilà. Cette représentation, qu'elle soit en peinture ou en photographie, qui vont montrer la sensualité, est très exotique. Cette femme n'a pas d'âme ni quoi que ce soit. Voilà. C'est un objet sexuel. Est-ce qu'on a besoin... Et de reproduction. Exact. Donc le challenge d'un fabricant d'images aujourd'hui de cette représentation, cette femme sujet, elle a une âme. Et elle exige maintenant une véracité. Mais est-ce qu'on a besoin de changer le fabricant d'image? Est-ce qu'il peut rester le même? En d'autres termes, est-ce qu'il peut même c'est ce qu'elle dit, Chantal Léa. Elle dit elle pose la question, est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin qu'il soit fabricant ou qu'il soit sujet, même le sujet. Moi, pourquoi je te dis ça, c'est que le sujet... Attends, c'est que le sujet, quand il va se présenter devant Nicolas, aura une posture elle-même, va être enfermée dans cette représentation d'elle-même. Et lui, son challenge serait de casser toutes ces stéréotypes pour avoir cette image naturelle. Exactement. Même si elle est fabriquée. Exactement. Mais la question que Chantal Léa pose, c'est est-ce qu'en tant qu'homme, l'exercice que tu demandes... Mais bien sûr. Elle dit que non. Mais en tant que créateur, il n'y a plus de sexe pour moi. Le jour où on va parler de l'art sans dire art féminin, c'est super. Parce que moi, avant d'être artiste, j'ai dû me batailler pour enfin pour qu'on voit que je sois une artiste, point. Nicolas. Excuse-moi, Nicolas. Non, mais tu as des choses à dire, c'est important, tu parles. Thierry, tu veux bien laisser parler Nicolas. Est-ce que Chantal Léa a raison ou pas? Est-ce que je peux répondre à la première question? Non, tu peux répondre à Chantal Léa. Parce que c'est la réponse. Non, mais c'est le prolongement, parce que ce que Scarlett dit, c'est qu'elle refuse un peu ta façon d'appréhender la femme. Je vais répondre à la question de Chantal Léa. Est-ce qu'elle a ce refus parce qu'elle est femme et que en tant que telle, elle a ce regard qu'elle pense qui devrait être différent dès le départ? C'était dans la logique de ce qu'a dit Anaïs. Alors vas-y. Mais de ce que j'ai compris de la réaction de Chantal Léa, et je trouve d'ailleurs que ça rejoint un peu... parce que moi, tu sais, à mon expo Anima, on a invité des artistes, dont Christian Gébert, et qui avait un peu le même propos que Breuler, c'est-à-dire qui disait que la façon de photographier la femme aujourd'hui, c'est pas tant...
c'est pas tant alors non, il nuançait quand même, il disait que c'était pas tant la façon de photographier la femme aujourd'hui qui avait évolué, mais peut-être que la femme, elle, est prête à se montrer aujourd'hui différemment qu'il y a quelques années. Et là, ça rejoint sans doute ce que dit Chantal. C'est pas ce qu'elle dit. Alors, il y a deux choses. Elle parle de déjà la façon de se montrer, où elle dit qu'on n'a pas besoin de vous, peut-être dans la représentation que vous allez donner de notre corps. Moi, c'est ce que j'entends dans ce qu'elle dit, mais aussi dans la façon de se montrer en tant que femme. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois ce que tu. Oui, complètement. Donc, moi, je pense que c'est possible. Je pense que ce que dit Chantaléa aujourd'hui, surtout qu'on voit le travail d'Anne, enfin, je pense que c'est possible que les femmes se mettent en scène, se montrent d'une façon où effectivement la façon dont les hommes vont les montrer, j'en sais rien. Surtout si on va à contre-courant de l'objectisation de la femme. Souvent, cette notion d'objectisation, est-ce que c'est l'homme ou la femme qui met la femme? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je pense qu'il y a tout ça. Mais je voudrais quand même revenir à la question de la sublimation. Comment elle a trouvé, elle disait que le fait de magnifier, le terme magnifier, elle n'a pas aimé, etc. Mais moi, ce que je voulais dire, et je comprends très bien, d'ailleurs, je pense même que dans un premier temps, c'est pas tout à fait ça que je veux montrer. Mais de ma mémoire de photographe en Guadeloupe, j'ai pas vu beaucoup d'expos, d'accord, qui montrent la femme. D'accord. Alors peut-être que je suis pas né, je suis jeune encore, hein, mais j'en ai pas vu beaucoup. Et du coup, je me suis interrogé à un moment donné si je dois aborder ce sujet-là, par quel angle, quelles sont les premières images. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait une sélection de photos. Donc il y a des photos que peut-être moi-même, je me sentais pas encore prêt en tant qu'homme à dévoiler de la femme. Et peut-être par pudeur. Et du coup, lorsque la femme, par exemple, quand je disais, pour répondre à ta question tout à l'heure, lorsque le modèle me dit, tu sais, t'as eu de la pudeur pour ça, mais au final, moi, ce que je veux, c'est plutôt montrer un truc où ben, si elle veut se montrer. Alors que moi, j'étais plutôt dans le choix de dire, bon, tu vois, on va pas te montrer comme ça, on va te montrer plutôt un peu, tu vois, avec pudeur. Mais lorsque elle-même me permet de lever la pudeur et me dit, moi, je choisis de montrer ça de moi, ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis mais super, parce que moi-même j'aurais pas osé avec mon regard d'homme sur la réaction, avec tes propres tu te fais des autocensures parce que tu te dis à l'éducation, etc., à l'environnement. Et le sujet t'aide à et le sujet des fois à passer ce cap-là, parce que elle-même elle te dit mais non, mais ça c'est trop beau, ça on montre ça. Donc c'est ce corps qui a évolué. C'est ça. Ce corps est aussi peut-être la façon de le regarder par elle-même, et d'où je comprends la question par rapport à Chantaléa. Scarlett, est-ce qu'on peut dire deux mots de l'évolution, toi qui a peut-être lu plus que nous, écrit plus que nous, de l'évolution entre l'artiste et son modèle? L'artiste photographe et son modèle ou peintre en général. Des mariages, des enfants. Le peintre, je ne vois pas trop des peintres aujourd'hui prendre des modèles et peindre comme au 19e siècle avec un portrait. Non, ça ne se fait pas, ça, aujourd'hui. Hein. Donc je ne vois pas tellement ta question. Non, l'évolution de la relation entre les deux, entre l'artiste et son modèle. Je veux dire, par exemple, au 19e siècle, au 20e siècle, la relation, par exemple, photographie. Attends, mais par exemple, quand tu vois le film de Camille Claudel et la relation avec Rodin, et par exemple les artistes qui à l'époque se permettaient même de toucher les modèles, leur dire non, pousse-toi, tiens-toi comme ça, etc. Oui, mais je reviens sur la question de modèle. Moi je trouve que la photo d'aujourd'hui c'est la photo instantanée, beaucoup plus que... Ou alors très, très élaboré, très théâtralisé, comme un peu ce que tu fais, tu vois. Mais la photo avec un modèle qui on lui fait prendre une pose, et ça me semble être disons la photo du 19e siècle, tu vois, un petit peu. C'est pour ça que je parlais de classique, de côté classique, parce que dans la première façon de les montrer, comme je te disais, je pars du fait que... faut le laisser parler. Non mais je plaisante. Non mais je pars du fait que ce que je disais, c'est qu'historiquement, j'ai pas beaucoup vu d'expositions photographiques qui traitent de la femme. On n'a plus beaucoup de temps. En Guadeloupe. Mais est-ce que tu as des... Mais on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que
Un dernier mot sur la relation entre le peintre et le modèle. Qui était tes modèles pour tes tableaux? En fait, moi, je regarde la société comme ça, je prends des images à l'instinct comme ça, je prends dans une situation sociale bien définie. Par exemple, tout ce que je travaille, donc au Sénégal, dans ma famille par exemple, je prends juste des photos comme ça. Je prends des photos comme ça dans un contexte donc pas de réunion, mais donc les femmes qui sont ensemble, comme ça, et après, je les montre, vous le voyez comment les photos, mais la photo est belle, donc je vais reprendre ça, mais ce sera ça, ça, ça et ça, mais ce ne sera jamais elle. Donc, mais voilà, donc en fait... Tu ne les fais pas poser. Voilà, non, jamais. Voilà. Moi, je ne les fais pas poser. Moi, la plupart, ce sont des amis, ouais, donc, mais j'y vais toujours avec une situation donc, au quotidien. Donc dans la vie quotidienne comme ça, et avec mes amis, des trucs comme ça, ou bien avec dans un contexte aussi très nature, et après donc je le développe autrement par rapport au thème. Je peux faire des assemblages de formes, des trucs comme ça, mais c'est juste les formes que je développe, mais ce ne sera plus la même personne. Voilà, ce ne sera plus la même personne. Tu ne reconnaîtras jamais donc cette personne, parce que moi je déforme tout, mais pour que ça rejoigne aussi le thème que je veux faire valoir. Et même à part de ça même, je peux aussi en développer aussi donc des textes, parce qu'en fait je suis musicien aussi, je ne sais pas dit. Voilà, et donc j'ai un producteur ici à Saint-Claude, ça va bientôt sortir, et c'est sur la femme. Voilà, en plus. Anaïs, voilà, donc, un mot? Il n'y a pas de souci. En fait, ça m'inspire tout ça. Je ne sais pas si je suis dans la vérité, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment il y a de moins en moins ce rapport de force entre le créateur et son modèle muse. Et la muse, elle est créatrice. Et le créateur, il est muse également. Et d'où le selfie aussi, tu vois, ce truc à la mode où je suis, tu vois. Est-ce que tu es d'accord de partager à ce point ton autorité artistique avec le modèle? Mais comme elle vient de dire, et je trouve ça très très juste, il y a de moins en moins de rapports conflictuels en fait. C'est des rapports d'acceptation, de proposition et d'acceptation. Et à partir de là, une fois qu'on a proposé en respect, que la personne elle a accepté, ben, les choses se passent fluidement. Mais peut-être, si je dois rajouter un dernier truc, moi ce que j'aime, la façon, en tout cas dans le brief, on parlait de la relation entre le modèle et le créateur. Moi, dans le brief, si tu veux, ce que j'aimerais dire aux filles, c'est pense pas à être belle pour la photo, tu vois, mais pense à être. Et souvent, en fait, c'est ça mon brief. Mon brief, c'est puisque les filles, elles sont pas dans un studio, on est à l'extérieur. Je choisis des sites aussi, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais tous les sites, là où je fais les photos, il y a une histoire. D'ailleurs, même dans la légende, c'est important pour moi de mentionner où on fait les photos. Donc quand on arrive sur le lieu du shoot, ça commence par et là on est à tel endroit. Comme là, par exemple. Là on est à la douche, etc. Bon, c'est un peu touristique parce que la douche c'est un peu touristique, mais si on va sur peut-être là par exemple, on est à Beau-Tyran, un petit canal qui est un site que peu de gens connaissent au final parce que bon, c'est compliqué pour y arriver, même si je mets pas on voit pas les installations industrielles et portuaires qu'il y a sur ce site-là parce que c'était pas ce qui me montrait, ce que je voulais montrer la femme dans ce lieu-là. Mais elle prend la pause, et l'ambiance, elle prend la pause. Elle prend la pause, mais l'idée c'est de prendre, oui, parce que je suis dans ce que t'aimes moins, ce sont des portraits de guerrières aussi. Pardon ? Ce sont des portraits de guerrières aussi. Alors, comme je disais, au moment où je fais les photos, je suis pas du tout dans ce rapport-là. Je suis vraiment dans un rapport à l'image. Et l'image, pour moi, elle est, comme je suis dans une volonté de magnifier, l'image, elle doit être belle. Elle doit mettre bien la fille. Donc tu ne montrerais pas des femmes ordinaires, des femmes qui ne sont pas belles, tu ne montrerais pas ça. On fera une autre émission sur la beauté. Il le fait d'habitude. Oui, dans tes paysannes. Non mais la beauté. Ce que je voulais, c'est que sur le premier travail que je présente des femmes, je voulais pas qu'il y ait de connotation du type MeToo. Je veux pas qu'il y ait tout ça, toute cette charge que la société emmène. Je voulais rester dans un truc simple, classique, et montrer les femmes pour leur beauté, pour ce que moi je vois d'elles. Voilà. Et maintenant, comme il s'agit d'une recherche, et là c'était la première étape de travail, il y a d'autres étapes de travail, et là je vais me permettre de montrer d'autres photos
que pour le moment j'ai pas montré, parce que je veux pas que lorsque un homme photographie une femme un peu nue, qu'on pense qu'il est dans un truc d'objectisation. Donc, comme elle disait tout à l'heure, de toute façon, il fallait que je déconstruise tout ça en tant que photographe homme, déjà devant le modèle, qui s'attend. Parce que quand je dis que j'ai souvent eu des noms, le modèle s'attend déjà à ce que le photographe, presque, il parte un peu à côté. Et donc elle est déjà un peu sur la défensive de « Attends, mais qu'est-ce qu'il veut lui ?» Donc, dans le rapport, au moment de la rencontre, il faut que j'arrive à assainir tout ça, à mettre tout le monde à l'aise, à dire « Écoute, on ne fait pas de mode, c'est pas des photos de mode. » Parce que souvent, photographier une femme, c'est des photos de mode. Donc elle est déjà en train de surjouer. Et moi, je ne veux pas qu'elle surjoue. Je veux qu'elle soit elle. Alors pour rejoindre, et je termine avec ça, pour rejoindre ce que disait Anaïs, presque ce qui m'intéresse, c'est de photographier son âme en fait. Voilà. Scarlett, pour finir. Pour finir, eh bien, il faudra continuer une prochaine émission. C'est encore beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Sur l'idée de la beauté. Hein, parce que, parce que la beauté, c'est très relatif. Oui, très relatif. Ça, ouais. Hein, c'est pas seulement c'est comme la jeune fille jeune de bien foutue et tout. Quoi. Voilà. Il faudrait un petit peu montrer. Oui, montrer tout ça. Vous avez vu mon réflexe tout à l'heure. Je rencontre Anaïs, on parle du corps de la femme, et tout de suite je lui dis est-ce que après on sait non, ça n'a rien à voir. Mais là, c'était de montrer. C'était les cicatrices, on parlait pas de. Mais c'est de montrer la femme dans d'autres aspects. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Thank you very much, everybody. Merci à toi. Thank you, goodbye.